Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Patricia Dagorn. Patricia Dagorn a, comme on dit, la cinquantaine séduisante. Aimable, souriante, elle est toujours prête à aider les autres, surtout s'il s'agit d'hommes mûrs qui disposent d'une petite fortune personnelle. C'est en tout cas la conviction des enquêteurs après avoir reçu la plainte d'un certain Robert, un retraité d'Annemasse. Selon lui, Patricia l'aurait brutalisé pour lui soutirer de l'argent. Et en fouillant dans le passé de la séductrice, les policiers découvrent qu'elle n'en serait pas à son coup d'essai. Alors qu'en est-il vraiment ? Patricia est-elle simplement victime de son grand cœur ? Ou bien les policiers sont-ils face à une dangereuse veuve noire ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. En Haute-Savoie, à quelques kilomètres du lac Léman et de Genève, la ville d'Annemasse, une cité riche et prospère. C'est la ville qui touche la ville de Genève, où résident beaucoup de gens qui sont frontaliers, c'est-à-dire qui vivent à Annemasse mais qui travaillent en Suisse. Georges Rimondi, avocat de la défense. C'est une ville où l'on vit bien, d'abord parce que économiquement c'est une région prospère, et puis le cadre de vie est plutôt sympathique. Il faut imaginer qu'on est tout près de la Suisse, à côté du lac Léman. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et c'est vrai que c'est une région où il y a un certain nombre de personnes âgées qui vivent plutôt bien et qui vont passer leur retraite à côté du lac Léman dans ce havre de paix très tranquille. C'est là qu'habite Robert, 87 ans, dans cet immeuble cossu du centre-ville. C'est un ancien professeur de sciences économiques. Il vit ici depuis toujours et dispose d'une retraite confortable. C'est un homme retraité. Gaëlane Pellen, substitut du procureur de Thonon-les-Bains. Qui a un certain âge et qui vit seul, mais qui est très soigné. Son entourage le décrit comme propre sur lui, toujours bien rasé, etc. Robert a tout pour être heureux. Seule ombre au tableau, il est veuf depuis 4 ans et la solitude lui pèse. Il aimerait bien faire de nouvelles rencontres. Il recherche un petit peu ce qu'on pourrait dire l'âme sœur ou une aventure, un petit peu quand on est un senior. Robert se sent d'autant plus seul que sa fille Catherine habite à 900 km de là, dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle a 55 ans, nous l'avons retrouvée. Mais elle reste traumatisée par cette affaire et elle préfère témoigner anonymement. En mai 2012, son père lui fait une confidence. Mon papa me raconte que la veille, alors qu'il se baladait, Catherine, fille de Robert. il avait rencontré une dame devant un foyer d'hébergement qui doit mettre à disposition des chambres pour les personnes là qui sont sans abri. Il a rencontré une dame d'une cinquantaine d'années, plutôt bien mise, plutôt bien faite. Cette femme lui avait souri. Robert explique à sa fille qu'il a sympathisé avec cette jolie femme de 52 ans, manifestement dans le besoin. C'est une femme qui est seule, puisque ses enfants et son ex-conjoint lui ont tourné le dos. Cédric Huissou, avocat de la défense. Et elle espère, en venant en Haute-Savoie, trouver un travail et une situation beaucoup plus stable que ce qu'elle a connu auparavant. Robert raconte donc à Catherine qu'il a pris cette femme en pitié et qu'il lui a proposé de l'héberger quelques jours pour la dépanner. Il est d'accord, Robert, pour donner un coup de main donc un petit peu à cette femme qu'il vient de rencontrer et qui égaye un petit peu sa vie. Pour Catherine, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette rencontre devrait aider son père à se sentir moins seul.
Première réaction, je me suis dit, ouais, c'est bien pour lui. On va voir comment ça va se passer, mais bon, c'est quelqu'un qui arrive là un petit peu dans sa vie, qui a l'air bien attentionné. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, mais oui, pourquoi pas, oui. Hein, ça va un peu briser sa solitude. Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, Catherine appelle son père pour prendre de ses nouvelles. Et là, c'est la surprise. À l'autre bout du fil, ce n'est pas Robert qui répond, mais la femme qui l'héberge. Je lui demande si je peux parler à mon papa et elle me dit que non, ça va pas être possible parce qu'il est sorti. Alors bon. Catherine est étonnée que son père soit sorti, car d'habitude, c'est l'heure où il termine son dîner. Mais ce qui la frappe le plus, c'est l'attitude sans gêne de cette femme. Elle commence à me poser la question de savoir qui je suis, comme si effectivement j'étais une intruse à téléphoner à mon papa pour avoir des nouvelles. Bon, et elle s'est vraiment présentée tout de suite comme la personne qui partageait la vie de mon papa. Bon, ça faisait quelques jours qu'ils se connaissaient, quoi. Catherine est très surprise. Pourquoi cette femme prétend-elle être la compagne de son père? Ça ne fait qu'une petite semaine que Robert la connaît. Catherine, ce jour-là, est un peu interloquée parce qu'elle essaie en vain de parler à Robert, son père. Elle n'y arrive pas. Il y a cette femme venue un peu de nulle part qui fait barrage. Moi, j'ai une impression étrange par rapport à son aplomb. Elle était sûre d'elle, elle était installée, elle était chez elle, et moi j'ai vraiment eu l'impression que ce coup de téléphone, ça la dérangeait, quoi. Catherine s'inquiète, elle trouve l'attitude de cette femme vraiment étrange. Alors elle décide de rappeler son père une nouvelle fois. Mais là encore, impossible de lui parler. Donc madame répond. Je lui demande si je peux maintenant parler à mon papa, s'il est rentré. Et là, alors, le discours change. Elle va lui dire que son père est malade, n'est pas en capacité de lui parler. Elle me dit que mon papa est pas bien, ça fait 2 ou 3 jours qu'il est pas bien, qu'il est couché, qu'il se lève pas, malgré ses sollicitations, etc. Catherine est affolée. Elle cherche à en apprendre davantage sur l'état de santé de son père. Depuis combien de temps est-il malade? A-t-il vu un médecin? Comment se fait-il qu'il ne soit pas hospitalisé? J'essayais de lui poser des questions claires, précises. Bon, elle racontait n'importe quoi. Et là, moi, j'étais tellement désarçonnée. Catherine hausse le ton. Elle n'en peut plus des incohérences de cette femme. Elle exige de parler directement à son père. Cette femme finalement accepte de lui passer son père au téléphone. Elle ne va pas réussir à tenir une conversation avec lui tellement il a l'air complètement embrumé. Il tient des propos qui sont incohérents. Mon père était incapable d'articuler quoi que ce soit. Donc il avait la bouche pâteuse. Il racontait. Alors je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Au téléphone, Robert tient des propos inaudibles. Il a l'air très malade. Cette situation est incompréhensible pour Catherine. Il y a 6 jours à peine, il était en pleine forme. Tout cela est totalement anormal. Alors Catherine décide d'appeler le commissariat. D'emblée, les policiers prennent l'affaire au sérieux et ils envoient une patrouille de routine chez Robert pour tirer au clair toute cette affaire. Sur place, ils se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond. On sonne au niveau de l'interphone de ce monsieur. Et là, il y a apparemment une espèce de personne qui leur répond, mais qui veut pas leur ouvrir. On a eu de la chance qu'on a quelqu'un de l'immeuble qui rentre à ce moment-là dans l'immeuble, qui nous ouvre du coup. Rémi Damiens, policier. Et on peut s'introduire dans l'immeuble pour aller voir chez ce monsieur.
Une fois dans l'immeuble, les gardiens de la paix empruntent les escaliers. Ils se rendent à l'appartement de Robert. Et alors qu'ils arrivent au 4e étage, ils croisent une femme, valise à la main. Vous voyez une personne qui descend d'un pas rapide des escaliers avec une valise. Olivier Géron, capitaine de police. Qui n'a pas une attitude normale et détendue. Cette femme qui sort de l'étage en question avec des valises sous le bras, on a quand même de gros doutes sur le fait qu'elle arrive de l'appartement en question, quoi. Donc vous voyez que c'est une personne qui est en état de stress. Donc forcément, en tant que policier, vous vous posez des questions. C'est pour ça qu'on lui pose la question justement d'où elle vient, pour être sûr qu'elle vient bien de cet appartement-là, quoi. Cette femme sort bien de l'appartement de Robert. Les policiers lui demandent ses papiers d'identité. Elle s'appelle Patricia Dagorn. Elle a 52 ans et elle se présente comme une amie du retraité. Une amie proche que Robert héberge depuis quelques jours. Elle reste très, très évasive. On n'arrive pas vraiment à connaître exactement leur relation. Savoir si c'est une relation intime, une relation d'amitié, s'ils se connaissent depuis longtemps. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de certitude sur le lien qui existe entre Robert et Madame Dagorn. Elle répond pas très franchement, elle prend le temps pour répondre, elle réfléchit à ce qu'elle dit, donc son attitude est un petit peu suspecte quand même de base, quoi. Les policiers sont intrigués par le comportement fuyant de cette femme. Ils lui ordonnent alors d'ouvrir l'appartement pour le fouiller. Dans la cuisine, ils trouvent 2 valises. Elles appartiennent à Patricia Dagorn. Tout semble indiquer qu'elle avait la ferme intention de quitter les lieux. Les policiers poursuivent la fouille de l'appartement et ce qu'ils découvrent dans la chambre à coucher fait froid dans le dos. Robert se trouve là dans un état absolument lamentable. On le retrouve assis par terre, donc le dos appuyé contre le lit. Il est quasiment intégralement nu, il porte juste un t-shirt sur le dos. Il a une barbe de 2-3 jours, il a surtout des vêtements qui sont imprégnés d'urine. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il semble être là depuis on ne sait pas combien d'heures. Il n'arrive même plus à se lever de lui-même, en fait. Il est bloqué au sol depuis un bon moment et il n'est même pas capable de se relever tout seul. Et on voit que c'est une personne qui a pas l'air de jouir toutes ses facultés, qui est vraiment très diminuée physiquement, qui a l'air un petit peu dans les vapes, enfin qui n'est vraiment pas bien. L'état de santé de Robert est très inquiétant. Il est désorienté, il a plusieurs hématomes sur les jambes et sur le bas du dos. Les policiers préviennent immédiatement les secours. Mais juste avant qu'il ne soit transféré à l'hôpital, les enquêteurs lui posent quelques questions. Robert, assez rapidement, émet des griefs en compte de Madame Dagorn. Et lui nous dit avoir été violenté par cette femme qu'il a accueillie chez lui. Tout de suite, on voit qu'il y a une certaine hostilité entre Madame Dagorn et Robert. Les policiers constatent que cette banale visite de routine bascule finalement dans une potentielle affaire de maltraitance. Ils placent donc Patricia Dagorn en garde à vue. Mais à ce stade, les enquêteurs sont encore loin de se douter que cette femme serait à l'origine d'une des plus incroyables affaires criminelles. Au commissariat d'Annemasse, la garde à vue de Patricia Dagorn débute. Elle est très calme, un comportement qui éveille les soupçons des policiers. Je lui annonce qu'elle est placée en garde à vue pour des faits qui sont assez sérieux, déjà, et j'ai pas de réaction de sa part. Madame Dagorn ne crie pas au scandale, ne se demande pas pourquoi elle est là. Patricia explique aux policiers qu'elle n'a jamais maltraité Robert. Bien au contraire, elle affirme avoir pris soin de lui, tellement il en avait besoin. Elle va le présenter comme une personne un peu sénile. Gaëlane Pellen, substitut du procureur de Thonon-les-Bains. Qui tombait tout le temps, qui n'était pas propre, etc. Elle dit qu'elle a vu que cette personne qui a un âge très avancé a vu son état de santé se dégrader. Cédric Huissou, avocat de la défense.
Et Patricia estime qu'il est de son devoir de venir en aide à Robert parce qu'il n'a pas d'entourage et qu'elle estime qu'il doit être hospitalisé et que c'est elle qui doit faire les démarches en ce sens. Elle va même encore plus loin. Elle prétend que sa famille a abandonné Robert et qu'il était incapable de se débrouiller tout seul. Elle explique que, contrairement à ce qui a pu être avancé par d'autres témoins, que Robert n'avait pas un état d'hygiène parfait, et qu'effectivement elle avait pu être témoin du fait que parfois il pouvait s'uriner dessus. C'est ce dont elle a été témoin sur les quelques jours qui ont précédé. Patricia raconte aux policiers qu'elle ne comprend pas les reproches du vieil homme, et elle leur fait une confidence qu'elle avait gardée pour elle jusqu'ici. Robert lui a proposé un marché pas banal. Robert vient vers elle en disant qu'il peut l'épauler, mais bon, on se doute bien que le fait d'aider cette femme qu'il ne connaît pas, ça sous-tend un certain nombre de services en contrepartie. Robert lui aurait immédiatement proposé d'avoir des rapports sexuels en échange de son hébergement, ce qu'elle aurait dans un premier temps refusé et ce qu'elle aurait fini par accepter. Patricia ajoute qu'elle a rempli sa part du contrat dès le premier soir où elle s'est installée chez Robert. Et même plus. Au fil des jours, elle s'est imaginée refaire sa vie avec lui. Ce retraité aisé aurait pu lui offrir une vie confortable et agréable. Elle n'avait plus un regard fleur bleue sur une relation amoureuse. Georges Rimondi, avocat de la défense. Elle voulait sans doute une relation donnant-donnant dans laquelle elle pouvait apporter quelque chose à un homme qui devait lui apporter quelque chose, ce que jusqu'à maintenant elle n'avait jamais connu. Ce qui est certain, c'est que elle pouvait se satisfaire d'avoir trouvé une personne qui lui donnait un abri et une situation de confort et de stabilité dont elle était effectivement en recherche. À l'issue de cette première audition, les policiers ne sont pas convaincus par ces explications totalement différentes de la version de Robert. Cette femme à la personnalité complexe ne leur cacherait-elle pas d'autres informations ? C'est une personne qui a réponse à tout, très rapidement. Olivier Géron, capitaine de police. Mais ses réponses sont bien construites, bien... Comment dire ? C'est cohérent, ses réponses sont cohérentes, mais tout de suite on n'y croit pas, ça colle pas avec le personnage. Les policiers se rendent au chevet du retraité à l'hôpital. Ils veulent mieux comprendre la relation entre Robert et Patricia. Le retraité confirme immédiatement qu'il a bien eu une aventure avec elle. Robert, quand il va enfin pouvoir sortir de cet état de santé très précaire où il se trouve, c'est-à-dire quand il va un peu reprendre ses esprits, cet homme de 87 ans, il va raconter que effectivement, il a eu un petit crush, il a eu une petite histoire avec elle, ou du moins cette femme lui a bien fait envie. Au départ, Patricia se montre plutôt séductrice avec Robert. Elle semble jouer à la femme amoureuse. Mais dès le lendemain, le vieil homme s'aperçoit que son comportement change du tout au tout. Effectivement, va vite descendre de son petit nuage puisque très rapidement, Patricia Dagorn va lui demander de l'argent. Il va refuser et Patricia Dagorn va très mal prendre ce refus. La relation va rapidement quitter, j'allais dire, une petite amourette pour devenir un rapport de force. Et dans les jours qui suivent, les choses s'enveniment. Patricia serait devenue de plus en plus violente. Madame Dagorn aurait exigé qu'il lui donne de l'argent et face à son refus, elle l'aurait fait tomber du lit. Elle aurait retiré la couverture sur laquelle il se trouvait, entraînant sa chute. Et ce n'est pas tout. Devant les policiers, Robert affirme que cette femme l'a drogué. Et dans les jours qui suivent, Robert va constater que son état de santé se détériore sans qu'il sache véritablement pourquoi. Au fur et à mesure, il va avoir des petites absences, il va plus se rappeler exactement ce qu'il a fait. Les policiers veulent vérifier les soupçons de Robert. Ils procèdent alors à des expertises toxicologiques. Et lorsque le diagnostic tombe, les résultats sont accablants. On va se rendre compte que Robert, effectivement, a ingéré une substance qu'on identifie comme du Valium. C'est un anxiolytique qui, j'allais dire, à forte dose. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers.
pour les personnes âgées qui ne sont pas habituées à prendre ce type de médicaments, peut avoir leur donner une sorte de coup de massue, voire pire. Pour les enquêteurs, cette affaire de maltraitance prend subitement une tournure criminelle. Cela d'autant plus que la quantité de médicaments retrouvés dans le corps de Robert est très importante. Très rapidement, on saura que Robert a subi une massive absorption de Valium. À un point tel qu'il aurait pu effectivement entraîner des conséquences dramatiques. Cette surdose d'anxiolytiques témoignerait donc d'une volonté de rendre malade, voire de tuer, car ce médicament est incolore et inodore. Qui aurait pu en vouloir autant à Robert pour tenter de l'empoisonner? Donc à partir de là, tous les soupçons vont se tourner vers Madame Dagorn. Mais avant de confronter Patricia, les policiers veulent accumuler le plus d'indices possible. Ils procèdent donc à la fouille de ses valises. Et là, ils découvrent 7 fioles d'anxiolytiques, dont plusieurs intégralement vides. Quand vous êtes policier et que vous découvrez ça, et vous avez l'impression que vous êtes plongé au cœur d'un roman policier. Mais là, vous avez le pack complet de l'empoisonneuse, entre guillemets. Vous êtes déjà dans l'histoire, tous les éléments sont là. Les policiers sont désormais persuadés que Patricia Dagorn a bien essayé d'empoisonner Robert. Mais lorsqu'ils l'interrogent sur les médicaments trouvés dans sa valise, la quinquagénaire ne se démonte pas. Elle affirme que ce médicament lui appartient et que toute cette histoire n'est qu'un malheureux accident. Patricia Dagorn va expliquer qu'elle en prend depuis plusieurs années pour s'endormir. Gaëlane Pellen, substitut du procureur de Thonon-les-Bains. Et que, comme elle n'aime pas le goût de ce médicament, elle le met dans ses aliments. Et que un jour, alors qu'elle faisait la cuisine pour tous les deux, eh bien Robert aurait tout simplement confondu son assiette avec la sienne. Elle montre une explication qui la dédouane de tout ce qui pourrait être un empoisonnement. Une nouvelle fois, Patricia Dagorn semble avoir réponse à tout. Mais il y a un élément qui ne colle pas. La dose de médicaments retrouvée dans le corps de Robert est trop importante pour qu'il s'agisse d'un simple accident. Les analyses ont démontré que Robert était sous l'influence de Valium depuis plusieurs jours à une dose vraiment importante. Donc effectivement, cet accident, ça ne tient pas. À l'issue de sa garde à vue, Patricia Dagorn est mise en examen pour abus de faiblesse, violence volontaire, séquestration et administration de substances nuisibles. Elle est placée en détention provisoire. Les policiers cherchent maintenant à comprendre ce qui a pu pousser cette femme à droguer Robert. Et d'après eux, Patricia aurait été intéressée par l'argent du retraité. Alors, ils analysent ses comptes bancaires et ils s'aperçoivent rapidement qu'ils sont sur la bonne piste. On va découvrir que Patricia Dagorn a utilisé la carte de Robert à son insu. Elle a notamment tellement utilisé cette carte que la banque a fini par lui avaler. Elle a écrit à la banque donc pour se faire délivrer une nouvelle carte en se faisant passer donc pour Robert. D'après les policiers, Patricia chercherait à s'emparer de toutes les économies de Robert. Robert avait par exemple un plan d'épargne logement d'un montant assez important, ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Il a aussi un compte assurance vie où on parle là de 130 000 euros. Et on va s'apercevoir que le banquier de Robert a reçu un mot soi-disant signé du fameux Robert, plutôt de la main de Patricia Dagorn, pour retirer tout cet argent, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'euros. Patricia aurait donc écrit au banquier en se faisant passer pour Robert. Elle lui aurait demandé de transférer l'intégralité de l'épargne du retraité sur son compte courant, un compte dont elle détenait la carte bancaire. Son but est de retirer l'intégralité de cette somme qui représentait plus de 200 000 euros, je crois. On est donc là
dans de la pure escroquerie, en tout cas vers une somptueuse arnaque, j'allais dire. Sans l'intervention des policiers au domicile de Robert, elle aurait pu piller l'intégralité de sa fortune. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute possible. Ils sont face à une femme déterminée. Alors les policiers examinent à nouveau ses valises. Et là, ils trouvent des documents plutôt étonnants. Il y a des tas de papiers, mais pas ces papiers à elle, des papiers qui appartiennent à d'autres hommes, en général des vieux monsieur. On va donc trouver différents documents d'identité, des documents bancaires et notamment on va trouver des testaments. L'ensemble des testaments que nous retrouvons, la bénéficiaire, systématiquement, c'est Patricia Dagorn. Tous ces documents concernent une dizaine d'hommes domiciliés sur la Côte d'Azur. Des retraités qui ont tous un point commun, un profil similaire à celui de Robert. Donc là, on lui demande de s'expliquer. Olivier Géron, capitaine de police. Et là, un mutisme complet. Là, on n'a pas d'explication de Patricia Dagorn. Et là, on sent qu'on a touché quelque chose. À partir de là, l'enquête prend une autre tournure. Les policiers doivent vérifier si Patricia Dagorn n'aurait pas fait d'autres victimes sur la Côte d'Azur. Concrètement, en fait, on va vérifier dans notre fichier qui s'appelle Cassiopée que Patricia Dagorn a déjà été mise en cause dans d'autres affaires. Les enquêteurs découvrent alors que le nom de Patricia Dagorn apparaît dans une affaire de mort suspecte 1 an plus tôt, à Nice. Ils reprennent ce dossier à zéro. Le 23 juillet 2011, dans une chambre de cet hôtel situé juste derrière la gare de Nice, Michel Kneffel, un homme d'une 60aine d'années, est retrouvé mort. Et à l'époque, la personne qui a déclaré le décès n'est autre que Patricia Dagorn. L'affaire est classée dans un premier temps parce que effectivement, Michel Kneffel est une personne un peu à la dérive, qui a des addictions. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Qui est alcoolique, qui prend des médicaments. Et les enquêteurs de police avaient d'ailleurs conclu à une mort naturelle. Stéphanie Braganti, avocate des parties civiles. Parce que Monsieur Kneffel avait un certain âge, c'était quelqu'un qui vivait dans des conditions difficiles. Et je pense que Patricia Dagorn réussit à convaincre les enquêteurs que finalement, c'est une personne vulnérable et que sa mort est pas vraiment suspecte, quoi. Mais pour les policiers aujourd'hui, trop d'éléments de cette affaire classée sans suite ressemblent étrangement à l'histoire de Robert à Annemasse. À commencer par les expertises toxicologiques. Ils vont ressortir les analyses de la victime et ils s'aperçoivent que y a du Valium dans le sang de ce fameux Michel qui malheureusement a disparu. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. On retrouve, j'allais dire encore une fois, des traces de Valium. Le Valium déjà utilisé dans l'affaire de Robert. Et ça n'est pas tout. Les enquêteurs chargés du dossier ont aussi retrouvé dans les affaires de Patricia des documents très troublants. On retrouve un testament de Monsieur Kneffel faisant comme légataire universel Madame Dagorn de son entier héritage. Le testament, le Valium, ça commence à être quand même un faisceau d'indices intéressants pour les enquêteurs. Ils imaginent effectivement que Patricia Dagorn... Michael Lefebvre, journaliste à RTL. Est peut-être à l'origine de ce décès de Michel Kneffel et que surtout, elle en veut à son argent, à son héritage. Les policiers qui enquêtent aujourd'hui sur Patricia Dagorn constatent que cette affaire classée ressemble en tout point à l'affaire de Robert à Annemasse. Pour eux,
il ne fait aucun doute que Patricia est aussi responsable de la mort de Michel. Une seule question les anime désormais. Combien de victimes cette femme a-t-elle laissé derrière elle? Pour le savoir, ils retracent le parcours de Patricia sur la Côte d'Azur. Et ils font une découverte étonnante. Au début de l'année 2011, elle s'est inscrite dans une agence matrimoniale. Et c'est tout bête, j'allais dire, quand on veut repérer des vieux monsieur qui ont un petit peu le cœur brisé, où est-ce qu'on peut les trouver, ces messieurs qui sont fortunés mais qui sont plus tout jeunes? Dans une agence matrimoniale. Et d'emblée, ce qui frappe les policiers, c'est le profil des hommes ciblés par Patricia. Dans ces critères, donc, elle met qu'elle recherche surtout des hommes âgés, des hommes de plus de 80 ans, ça ne la dérange pas. Ce sont des proies faciles dans la mesure où quand on a 80 ans, on est toujours séduit en tant qu'homme d'être courtisé par une femme de 50 ans. Les policiers constatent donc que Patricia cible uniquement des retraités très âgés, fortunés et isolés. Des profils similaires à ses deux premières victimes. En lisant son annonce, les enquêteurs s'aperçoivent qu'elle a soigneusement préparé chaque étape de son scénario. Nouvellement installée dans la région, elle est diamantaire de formation, jolie, bien faite, un bon discours, une intelligence vive, aime particulièrement la mer et le soleil, les beaux endroits et les intérieurs douillés où elle peut recevoir et cuisiner. Elle sera la compagne idéale et attentionnée que vous attendez. Elle se présente comme une femme d'affaires, elle a des tas de projets, elle est un jour experte en bijoux, une autre fois elle veut faire des placements immobiliers. Elle se présente évidemment sous un jour très différent de ce qu'elle est en réalité. Elle met en confiance des hommes qui, eux, ont un profil particulier puisque ce sont des hommes aisés. En général, ils préfèrent rencontrer des gens d'une catégorie sociale similaire à la leur. Et Madame Dagorn se présente comme telle. Les policiers examinent les archives de l'agence matrimoniale et découvrent un nouveau personnage qui relance toute l'enquête. En janvier 2011, Patricia rencontre un certain Francesco Filippone, 86 ans. Monsieur Filippone, c'est un homme avec un caractère bien trempé, qui est veuf depuis un certain nombre d'années. Ses enfants vivent loin et il a besoin d'une présence humaine, il a besoin de retrouver de la compagnie, de l'affection. Francesco vit seul dans cette belle villa de l'arrière-pays cannois. Malgré son âge avancé, il est toujours très actif. Les policiers font des recherches sur cet homme et découvrent que quelques semaines après avoir rencontré Patricia, il meurt subitement. Lorsque Monsieur Filippone est découvert mort à son domicile, Cédric Huissou, avocat de la défense. Un médecin va constater une mort naturelle. À la lumière de cette nouvelle enquête, la mort naturelle de Monsieur Filippone apparaît désormais suspecte. Et cela d'autant plus que dans ce dossier, il est une nouvelle fois question d'argent. Car le jour même de la mort de Francesco, Patricia encaisse un chèque du défunt d'un montant considérable, 21 000 €. Et ça met tout de suite la puce à l'oreille aux enquêteurs parce que Francesco Filippone était réputé pour être quelqu'un de pingre, de très radin. Ce chèque de 21 000 € constitue un mobile car on imagine mal comment un monsieur d'un certain âge, avec de surcroît des enfants, pourrait faire une donation de 21 000 € à une inconnue. Pour les policiers, cette importante somme d'argent constitue clairement un mobile qui pourrait expliquer la mort de Francesco. Les enquêteurs tentent alors de comprendre exactement comment il est décédé. Pour cela, ils interrogent ses proches et notamment sa femme de ménage. Et là, ils découvrent plusieurs éléments troublants. Le corps de Francesco a été retrouvé dans sa baignoire, un endroit
inhabituel pour lui. Ça trouble énormément les personnes qui le connaissent un peu parce que c'est un homme qui prenait jamais de bain. Il ne prenait plus que des douches, Francesco Filippone. Il n'allait plus dans sa baignoire parce que physiquement, il était incapable de s'asseoir dans une baignoire, de se relever. Plus inquiétant encore, la femme de ménage de Francesco raconte aux policiers que Patricia a tout fait pour l'isoler de son entourage. Mais surtout, qu'en l'espace de quelques jours, la santé du retraité s'était subitement dégradée. Elle s'aperçut que M. Filippone, qui est quand même un homme toujours bien mis, toujours respectable, toujours rasé, toujours parfumé. Stéphanie Braganti, avocate des parties civiles. Eh bien, de plus en plus, celui-ci se laisse un petit peu aller. Et donc, elle commence à voir son état de santé décliner. Et finalement... Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Les policiers, eux, ont une intime conviction. Ils pensent que Patricia Dagorn a eu une action néfaste. La question est là. Michael Lefebvre, journaliste à RTL. Est-ce que Francesco Filippone a été empoisonné et est-ce qu'il a été empoisonné par Patricia Dagorn? Pour en savoir plus, les policiers veulent examiner le corps de Francesco. Mais, coup de théâtre, sa dépouille a été incinérée par la famille juste après son décès. Impossible donc d'aller plus loin sur cette affaire. C'est-à-dire que on n'a plus, pour parler vulgairement, de cadavres pour éventuellement refaire des analyses. Et donc, l'enquête, d'une certaine manière, est bloquée. Les policiers n'ont pas d'éléments matériels, mais ils disposent d'indices graves et concordants. Patricia Dagorn agirait toujours selon le même mode opératoire. C'est toujours un peu le même scénario. Il y a toujours un monsieur, un papy qui fait figure de pigeon. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Dagorn, passez-moi l'expression, lui met le grappin dessus, l'isole de son environnement, puis essaie de lui soutirer de l'argent. Elle les appâte en se servant du sexe comme monnaie d'échange. Et par la suite, elle les empoisonne. Et le fait que cette manière de faire, j'allais dire, perdure dans le temps, ça en fait, ou une empoisonneuse en série, une prédatrice nommée Patricia Dagorn. Les policiers reprennent une nouvelle fois les archives de l'agence matrimoniale. Ils trouvent la trace d'un nouveau retraité qui aurait eu affaire à Patricia Dagorn. Un homme que nous avons retrouvé et qui a accepté de nous raconter son incroyable histoire. Il vit à Fréjus, dans cet immeuble du bord de mer. Il s'appelle Robert Vaux. Il a 84 ans. Robert a rencontré Patricia Dagorn à la fin du mois de janvier 2012. Patricia Dagorn a aussi une agence qui me l'a amenée. Elle avait de bonnes références, c'est certain. Elle aime bien faire la cuisine, elle aime la compagnie, elle aime partager la vie avec un homme. Tout ce qu'on peut souhaiter de trouver chez une femme. Robert Vaux tombe amoureux de Patricia Dagorn. Ils vivent leur vie comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Il lui promet des voyages, il lui promet des choses comme ça. Le feeling, si je puis m'exprimer ainsi, passe de suite. Monsieur Vaux, c'est un peu la vieille école. C'est quelqu'un qui s'occupe vraiment d'elle, qui la recueille chez lui, qui l'entoure de son affection. Au départ, Robert vit pleinement son histoire d'amour avec Patricia. Il est très touché par cette quinquagénaire qui ne cesse de lui écrire des lettres d'amour, comme celle-ci. Je t'aime d'amour très fort, et je veux faire avec toi ma vie au soleil. Alors, Patricia comblait un vide, effectivement. Robert Vaux, victime de Patricia Dagorn. Un gros vide, même. Elle écrivait des lettres très jolies, très gentilles. Des lettres de femme amoureuse. Monsieur Vaux, qui est une personne particulièrement seule, est de suite flatté de pouvoir avoir une histoire d'amour avec Madame Dagorn. Une fille qui est plus jeune que vous, qui est gentille, qui vous allume. Bon ben, on en profite. On n'est pas maso, on en profite. Mais assez rapidement, Robert s'aperçoit que ce n'est pas seulement son amour qui intéresse Patricia.
Alors, c'est une fille qui attendait de l'argent. Alors, il faut tout partager, tu sais, j'ai des projets, il faut les réaliser, j'ai besoin d'argent pour faire ça, tu peux m'avancer telle somme, on partagera les bénéfices, etc. Patricia essaie de convaincre Robert qu'elle est une femme d'affaires. Mais le retraité n'est pas dupe. Il a fait une bonne partie de sa carrière dans un cabinet spécialisé dans l'immobilier à Monaco. Donc, il ne tombe pas dans le piège. Elle bluffe. Enfin, elle bluffe, c'est pas méchant, quoi. Elle n'avait pas les qualités, l'envergure d'une femme d'affaires. Par contre, évidemment, elle avait un certain baratin, certaines tenues, mais pas d'une femme d'affaires. Robert refuse de financer les projets excentriques de Patricia Dagorn. Et bizarrement, à partir de là, rien ne va plus pour lui. Ma santé allait de plus en plus mal, mais je me rendais pas compte. J'avais beaucoup moins de sensations. J'étais dans les vapes, dans les nuages. L'esprit, je crois que mon explication est claire. Hein. J'étais dans les nuages, j'avais pas les pieds sur terre. Monsieur Vaux décline progressivement. C'est quelqu'un qui est très alerte pour son âge, très dynamique, qui voyage beaucoup. Stéphanie Braganti, avocate des parties civiles. Il y a quand même pas mal d'amis et progressivement, ça devient quelqu'un de plus taciturne, de plus fatigué. Les gens qui me voient, ils ont notre impression. Hein. Je ne vais pas très bien. Je titube, je ne marche pas droit, mon comportement. Certains croient que j'ai bu, d'autres disent que je me suis drogué. Oui, enfin, ça ne m'allait pas. Quelques jours plus tard, le 6 avril 2012, Robert se rend chez son médecin traitant. Celui-ci constate que son patient n'est pas dans un état normal. Le médecin lui demande de réaliser en urgence des analyses sanguines. Et les résultats sont très inquiétants. Robert est intoxiqué aux anxiolytiques. Alors, Monsieur Vaux est le premier surpris d'avoir du Valium dans ses analyses sanguines. Il n'a aucun médicament à base de Valium et il n'a jamais pris volontairement ni sciemment du Valium. Donc, la seule hypothèse qui découle de ces faits, c'est qu'il aurait été empoisonné à son insu. Quand j'ai appris ça, j'ai été vraiment sonné. Mais comment ça se fait qu'on peut nuire ma vie, tout ça Je pensais à Patricia, évidemment, il y avait quelqu'un qui pouvait le faire. Hein. Moi, elle veut de l'argent. Enfin, on me prenait pour avoir de l'argent. J'avais la vérité qui était là, mais j'avais du mal à croire la vérité. Robert est sous le choc, mais il sait très bien pourquoi Patricia lui fait prendre des médicaments. Il se rappelle un événement qui s'est déroulé quelque temps auparavant. Nous sommes en mars 2012, un peu plus d'un mois après leur rencontre. Il apprend alors que Patricia a contacté directement son notaire dans son dos. Elle aurait envoyé des fax, des télécopies au notaire pour demander au notaire que Monsieur Vaux lui fasse des legs. Légataire universel de mes biens, que je lui laisse la jouissance de mon appartement et que je lui laisse tous mes comptes bancaires. Et le notaire est complètement sidéré et à tel point qu'il va contacter Monsieur Vaux. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Et lui expliquer la situation, parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose d'anormal et que cette femme veut spolier Monsieur Vaux. Malgré les effets des anxiolytiques, Robert refuse catégoriquement de modifier son testament. À partir de là, Patricia serait devenue de plus en plus distante. Et un soir, Robert remarque un document dans son sac. Il découvre qu'elle s'est inscrite dans une nouvelle agence matrimoniale, et cette fois-ci, en Suisse. Monsieur Vaux l'apprend, il met fin à leur histoire, douloureusement, car c'est un homme qui était amoureux d'elle, et leur histoire se termine comme ça. Non, ça pouvait pas marcher. Ça, automatiquement, quand j'ai appris qu'elle allait contacter les agences en Suisse pour avoir des milliardaires ou autres, ça ne marchait plus, évidemment. J'ai terminé ces raisons parce que je ne sentais pas une fille sérieuse
avec qui je pouvais faire ma vie, c'est pas possible. Les policiers en sont convaincus. Cette décision lui a très certainement sauvé la vie. Et comme par hasard, une fois qu'il se sépare de Patricia Dagorn, il retrouve son allant, son dynamisme, sa joie de vivre. Donc là, je pense qu'il a pris conscience qu'effectivement, cette relation était toxique. C'est une personne qui est dangereuse. J'insiste, elle est dangereuse. Les policiers ont terminé leurs investigations. Reste maintenant à réaliser l'enquête de personnalité. Le passé de Patricia pourrait-il expliquer sa façon d'agir? Ils vont découvrir un parcours assez chaotique. Patricia Dagorn est une femme qui a eu deux vies. Georges Rimondi, avocat de la défense. Une première vie particulièrement douloureuse. Patricia Dagorn a une vie très compliquée depuis son enfance. Gérard Gamonnet, expert. Elle a un père qui travaille à l'EDF, une mère qui est femme de ménage, le couple vit en concubinage, et le père ne reconnaît pas Patricia Dagorn, donc elle porte le nom de sa mère. Quelques mois après la naissance de cet enfant, le père s'en va. La mère de Patricia Dagorn est incapable de gérer seule sa fille. Alors, à 6 mois, elle la place dans une famille d'accueil. Patricia va ainsi vivre les 15 premières années de sa vie, loin de ses parents. La première fois qu'elle a vu son père, elle avait à peu près 5 ans. Et quand elle est en famille d'accueil, ses parents viennent la voir 2 fois, 3 fois maximum dans l'année. Il n'y a aucune marque d'affection, il n'y a aucune trace d'amour, il n'y a rien du tout. Et c'est une enfance qui forge un caractère et une personnalité. Patricia Dagorn, elle est aujourd'hui le fruit de l'enfant qu'elle a été. Une enfance de privation, une enfance de souffrance, une enfance de douleur. Mais la vie de Patricia connaît un tournant en 1982 lorsqu'elle rencontre cet homme, Luc Caron. Il a 35 ans et il se présente comme parapsychologue. À l'époque, Patricia Dagorn a 22 ans. Elle est étudiante en licence de droit. Luc Caron garde un souvenir inoubliable du jour où il a vu cette jeune femme pour la première fois. Le 19 février 1982 à 19h45. Je terminais ma journée, ma secrétaire est partie, un coup de sonnette. J'ouvre la porte et je vois un ange. Je vois le printemps, je vois le soleil. Et c'était elle. Alors c'était un coup de foudre. Comme si j'avais perdu connaissance, comme si j'avais perdu conscience, comme si je venais de naître. Pareil. Les premières années du couple sont fusionnelles. Après 7 ans de vie commune, ils ont un premier fils et ils s'installent dans le Gers. Leur second fils arrivera 2 ans plus tard. Mais alors, comment cette belle jeune femme amoureuse et épanouie a-t-elle pu devenir suspect numéro 1 dans ces affaires d'empoisonnement? Monsieur Caron change parce que alcoolique, il devient violent, qu'apparemment il l'était pas, d'après ce que me dit Madame Dagorn. Et des violents qui sont très très rudes quand même, parce que quand il tente de prendre son épouse, c'est pas pour s'amuser. Quand il lui jette de l'éther dans les yeux, c'est pas pour s'amuser. En 1992, Luc Caron est condamné par la cour d'assises du Gers à 11 ans de prison pour viol et actes de barbarie sur Patricia Dagorn. Mais au lieu de fuir cet homme pour se reconstruire, Patricia reste avec lui. Elle va même jusqu'à l'épouser alors qu'il purge sa peine à la maison d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré. Madame Dagorn était complètement sous l'emprise de cet homme. Une emprise tellement forte qu'alors qu'il est détenu, elle va l'épouser. Alors qu'il est détenu pour avoir été condamné, pour avoir maltraité cette femme, c'est elle va l'épouser. Donc on se rend compte de cette relation perverse, de cette relation toxique qu'il y a entre ces deux êtres. Plus étonnant encore, elle se met en scène à la télévision dans un reportage sur les lieux d'hébergement des familles de détenus. Oh, bonjour Patricia. Bonjour Madame. Alors,
Ça a été pour moi la possibilité en fait de pouvoir voir mon mari régulièrement. Sinon, je pouvais pas. À la sortie de prison de Luc Caron en 2002, le couple reprend sa vie commune. Mais au bout de quelques semaines, tout dérape à nouveau et en 2005, ils divorcent. Quand elle se sépare de son mari en 2005, on a une femme qui est complètement différente. C'est plus une femme soumise, c'est une dame qui a assoiffée d'argent. Assoiffée d'argent, de la belle vie, des restaurants. Pour Patricia, Luc Caron, ex-mari de Patricia Dagorn. les hommes, c'est comme une carte bleue, un moyen de paiement. Elle est capable de tout pour l'argent. Les policiers intègrent cette enquête de personnalité à l'instruction. Le dossier est maintenant clos. Patricia Dagorn est renvoyée devant la cour d'assises de Nice pour empoisonnement et surtout pour assassinat. Son procès s'ouvre le 15 janvier 2018. A priori, tout l'accable. La presse la surnomme déjà la veuve noire de la Riviera. Une veuve noire, c'est une araignée. Il faut savoir que Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Elle a comme particularité, quand ce sont des femelles, de dévorer le mâle après copulation. C'est ça, une veuve noire. La veuve noire, il n'y a plus besoin de commentaires. Georges Rimondi, avocat de la défense. Il n'y a plus besoin de commentaires. La veuve noire, on sait ce que c'est qu'une veuve noire. Et quand vous arrivez à un procès et qu'on juge la veuve noire, pas la peine qu'elle s'exprime, la veuve noire. On va pas l'écouter. Le procès, il a été fait dans les médias. Sauf que Patricia Dagorn n'a reconnu aucun des crimes dont on l'accuse, et surtout les policiers n'ont contre elle que très peu de preuves matérielles. Alors, elle espère bien faire basculer le jury de son côté. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y a eu plusieurs histoires qui, séparément, ont fait l'objet de classements sans suite. La question a été posée à la directrice d'enquête. Cédric Huissou, avocat de la défense. De savoir s'il y avait des preuves complémentaires suite aux différents classements sans suite. Et la réponse a été non. Il n'y a aucune preuve complémentaire qui a été apportée au débat. Le procès s'ouvre dans une ambiance électrique. Le public se presse dans la salle pour découvrir le visage de celle que la presse surnomme la veuve noire. Les affaires d'empoisonneux, c'est quand même pas très courant. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Évidemment, on se dit comment va-t-elle apparaître, puisque quand on a lu les articles sur Patricia Dagorn, elle passe pour une séductrice, hein. Donc il y a une petite curiosité quand même. Et là, premier coup de théâtre. La femme qui se présente dans le box des accusés est très loin de l'image de la femme fatale. Elle apparaît plutôt comme faible et sans défense. On voit une femme qui ne fait plus du tout son âge. Stéphanie Braganti, avocate des parties civiles. Elle semble terrassée par les mois de détention. Elle est négligée, elle a le cheveu gras, elle est sale. Elle paraissait un petit peu comme une petite vieille qui faisait pitié. Le président de la cour d'assises a été obligé de montrer aux jurés Michael Lefebvre, journaliste à RTL. Une photo de Patricia Dagorn à l'époque parce que l'image qu'elle avait à l'époque ne correspondait absolument plus à ce petit bout de femme. Devant les jurés, Patricia Dagorn se montre très combative. Elle cherche à les persuader qu'elle n'a rien à voir avec toutes ces affaires. Patricia va redire son innocence, mais elle va avoir à cœur de répondre à toutes les questions qui lui seront posées, y compris dans les plus petits détails de ce qu'a été son parcours, pour essayer à tout prix de trouver des réponses aux questions qu'on lui pose. De son côté, l'accusation veut révéler le vrai visage de cette femme, et pour cela, elle dispose d'une carte maîtresse, les expertises psychiatriques.
Les experts la qualifient d'extrêmement dangereuse. Ils détectent chez elle une vraie perversité. Un expert parlera même de serial killer pour qualifier Patricia Dagorn. On est en droit, du fait de la multiplication des actes, Jean-Jacques Bénichou, expert psychiatre. de parler de serial killer sur le plan criminologique, puisqu'il y a eu quand même plusieurs victimes avec le même mode opératoire. Il est clair que Patricia Dagorn a une personnalité qui interroge, Cédric Huissou, avocat de la défense. qui suscite un certain nombre de fantasmes. Vous avez le sentiment au final qu'elle est davantage jugée sur cette personnalité que sur les réels éléments du dossier. À l'issue de ce procès, Patricia Dagorn avait été condamnée à 22 ans de prison pour double assassinat et empoisonnement. Mais en janvier 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence allège ce verdict. Certes, Patricia Dagorn est reconnue coupable des 2 empoisonnements et écope de 14 ans de prison. En revanche, elle est acquittée des chefs d'accusation d'assassinat à l'encontre de Francesco Filippone et Michel Kneffel. Une chose est sûre, sans l'intervention de la fille de Robert à Annemasse, ce dossier n'aurait jamais vu le jour. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Pierre Silvano. Depuis plus de 12 ans, Joséphine Silvano porte le deuil. Depuis ce jour de novembre 2008, où elle a découvert le corps de son fils Pierre, 40 ans, tué de 2 balles dans la tête. Un meurtre qui ressemble beaucoup à une exécution. Alors oui, Pierre était riche, il avait une Ferrari, un bel appartement, des amis dans la haute société genevoise, une jolie femme, dont il était très amoureux, mais personne ne lui connaissait d'ennemis. Alors que s'est-il passé? Sa réussite a-t-elle fait des jaloux? Ou peut-être faut-il chercher ailleurs? La réponse dans cette enquête inédite de Chronique criminelle. 26 novembre 2008, dans un quartier huppé de Genève. Il est 3 heures du matin. Pierre, un riche homme d'affaires, dort à poing fermé dans son duplex. Soudain, au cœur de la nuit, une porte s'ouvre. Des semelles crissent sur le parquet. Et une main sort une arme. Une ombre se rapproche du lit et braque le canon sur la tête de Pierre. 2 coups de feu claquent dans le silence de la nuit. Puis, tout redevient calme. À travers la fenêtre de la chambre, les lumières de l'aube commencent à poindre. Le téléphone se met à sonner. Pierre ne répondra plus. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Joséphine se lève. À 70 ans, cette mère de famille goûte une retraite confortable et bien méritée. D'origine italienne, ce qui compte le plus pour elle, ce sont ses 2 enfants, et notamment l'aîné Pierre. Il habite à 10 minutes de là, et chaque jour, elle exige qu'il passe l'embrasser avant de partir au travail. Ils ont pour habitude de se voir. Vincent Spira, avocat de la défense. Sauf erreur, tous les matins, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Il faut dire que Joséphine a de bonnes raisons d'admirer son fils. Il a 35 ans, mais c'est une maman italienne, ils sont très très proches. Le fils aîné, aimé. Marc Gerbert, enquêteur. Plus que tout par ses parents, et ils en sont fiers. C'est plutôt un beau gosse qui aime bien les chaînes en or, les beaux habits. Valérie Duby, journaliste. C'est quelqu'un qui visiblement vient d'un milieu modeste, mais qui a su monter, si j'ose dire, dans la société en gagnant bien sa vie. Son principal atout, un physique de jeune premier qui lui permet de devenir mannequin pour des grandes marques de luxe comme Jean-Paul Gaultier.
les photos glamour de son pressbook lui ouvrent très vite les portes de la jet-set genevoise. Avec ses belles voitures et son appartement dans les beaux quartiers, Pierre est la fierté de sa mère. Mais ce matin, l'heure avance et son fils préféré n'arrive toujours pas. Je l'appelle à 8 heures du matin. Joséphine Silvano, mère de Pierre. Le téléphone, il répond pas. Le portable. Je l'appelle au téléphone de la maison, il me répond pas. En plus de 15 ans, Pierre n'a jamais manqué ce rendez-vous matinal. Alors Joséphine s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est pas réveillé? Est-ce qu'il est malade? Voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'une mère, mais sans forcément imaginer le pire. Et donc là, elle se dit, il faut que j'aille voir, il faut absolument que j'aille voir, c'est pas normal. Je prends la voiture et puis je vais chez lui. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais qu'il était malade. Je monte à la maison. Joséphine grimpe au 4e étage. Elle a les clés de l'appartement. Elle se met à le chercher. Elle appelle son fils. Pierre ne répond pas. Et puis je vais dans la chambre. Et puis je vois Pierre dans le lit. Je vois les pieds dehors et puis je touche les pieds puis je fais coucou. Les pieds, ils étaient pas froids, mais c'était pas chaud non plus. Joséphine s'avance vers le haut du lit et là, c'est la stupeur. Quand je découvre le duvet, je vois le visage tout plein de sang. Puis je commence à dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Je croyais qu'il avait une otite, que l'oreille avait sauté. Pierre est inconscient. Joséphine le secoue. Il ne bouge pas. Alors elle panique et appelle les secours. Il est 9 heures du matin. Un drame s'est joué dans cet immeuble cossu des berges du Léman. Les pompiers arrivent 10 minutes plus tard. Ils examinent Pierre, mais c'est déjà trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Il ne respire plus. Quand ils sont arrivés, moi je pensais toujours que mon fils, il avait une otite. Je pensais pas que mon fils était mort. Je comprenais plus rien. Joséphine est sous le choc. Mais le pire reste à venir, car les secouristes sont très intrigués. Il y a beaucoup trop de sang dans le lit pour une simple otite. Ce décès leur semble suspect. Alors, ils ne touchent plus à rien et appellent la police judiciaire. Et la procédure veut que lorsqu'il y a quelque chose qui paraît suspect, notamment une personne avec la tête en sang dans son lit, Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. La police soit également avisée par les secours médicaux. Puis après, ils sont arrivés à la police et tout ça, puis ils m'ont mis de côté. À leur tour, les enquêteurs pénètrent dans l'appartement et procèdent aux premières constatations. Et pour eux, pas de doute, il ne s'agit en aucun cas d'une mort naturelle. La médecine légale voit 2 petits orifices derrière l'oreille gauche de la personne qui est décédée et ça leur fait penser à 2 orifices faits par des balles. On pense assez rapidement à des coups de feu, à des balles qui ont pénétré dans la tête de Pierre. On essaye de réfléchir aussi avec la police scientifique à la préservation des traces. L'affaire prend une tournure criminelle. Qu'est-il arrivé à Pierre cette nuit-là? Pour tenter d'en savoir plus, la police demande à sa sœur Géraldine de se rendre sur place. Elle est très proche de son frère. Arrivé au pied de cet appartement, j'entends ma mère crier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Géraldine Silvano, sœur de Pierre. Il y a un agent de police sur le palier. Il me dit, écoutez, vous pouvez pas rentrer, c'est une zone de crime. Wow. Alors là, j'ai fait un pas en arrière. Je me dis, pardon, j'ai pas compris. Donc je passe la tête, et je lui dis, maman. Et puis c'est là, elle m'a dit, on me l'a tuée. Elle était pleine de sang. Je comprenais pas, en fait. Une mort violente. Pour cette famille sans histoire, plus rien ne sera jamais comme avant. Quand on voit son fils mort dans son lit, avec la tête dans une mare de sang, c'est évidemment c'est incommensurable comme choc.
Mais je comprenais rien encore. Je comprenais pas. Qu'est-ce que c'était arrivé? Qu'est-ce que s'était passé? Pierre a été tué. Je comprenais plus rien, moi non plus, en fait. Parce que j'y croyais pas. Mais quand j'ai vu que le camion de la morgue avec ce truc en métal qui est horrible, et puis qu'ils mettent mon frère dans un sac, c'est tout, et puis qu'ils l'emmènent, c'est pas facile. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, c'est impossible, c'est inimaginable. La police ne veut pas perdre une seconde. Le corps de la victime est immédiatement emmené pour l'autopsie. Les experts veulent récupérer les premiers indices matériels, les balles qui ont tué Pierre. Et c'est là qu'ils font une radiographie de la tête et qui peuvent nous confirmer qu'on voit 2 projectiles à l'intérieur de la boîte crânienne. Projectiles de petit calibre. Alors, lorsqu'on découvre la mort de Pierre, on se pose évidemment un tas de questions. Vincent Spira, avocat de la défense. Pourquoi? Qui peut lui en vouloir? Qui peut chercher à tuer cet homme a priori sans histoire? L'affaire semble tellement énigmatique que les policiers sont à l'affût du moindre indice. Ils passent au crible chaque pièce de l'appartement. Et rapidement, un premier détail attire leur attention. Ils ont fait le tour de l'appartement et ils ont relevé aucune trace d'effraction. L'appartement est fermé. Et puis surtout, il y a tout le sol, en fait, du logement qui est recouvert d'une sorte de poudre blanche. On a une espèce de produit de nettoyage. Lorella Bertani, avocate des parties civiles. Qui est à peu près partout dans l'appartement, à l'évidence pour couvrir des traces. L'enquête se complique. Les policiers ont affaire à un tueur qui a pris le temps de faire disparaître tous les indices. Mais qui pourrait en vouloir à Pierre au point de l'abattre de 2 balles dans la tête? C'est le début d'une affaire criminelle mystérieuse qui va tenir tout Genève en haleine pendant 2 ans. Tandis que le jour se lève, au commissariat, les policiers sont démunis, car ils ont très peu d'indices. Alors ils commencent leurs investigations en fouillant la vie de la victime. La famille de Pierre est une famille d'immigrés italiens. Marc Gerbert, enquêteur. Pierre et sa sœur sont nés en Suisse. Ils font donc partie de cette communauté italienne qui compte beaucoup de membres à Genève et en Suisse. C'est pas quelqu'un qui a fait des études. Valérie Duby, journaliste. C'est un peu quelqu'un qui est très instinctif. Les enquêteurs découvrent également une nouvelle facette de sa personnalité. Le mannequin à la carrière prometteuse est aussi un chef d'entreprise doté d'une ambition dévorante. Il a beaucoup travaillé, il était visiblement doué en affaires. Il possède 2 entreprises, une entreprise de puces électroniques de véhicules et une imprimerie. Pierre gagne très bien sa vie. Et surtout, il n'hésite pas à afficher sa réussite. Alors les policiers s'interrogent. N'aurait-il pas fait des envieux? C'est un jeune homme qui est riche, qui est beau, qui travaille, qui flambe. Qui aime bien les chaînes en or, les beaux habits. Il réussit sa vie. Il aime se balader avec des liasses de billets de 1000 francs suisses. Il aime les grands trains, donc les restaurants, les bars à la mode, notamment une voiture Ferrari avec laquelle il roulait. Il n'a pas une Ferrari, mais plusieurs. Il a des amis qui font partie de la jeunesse dorée de Genève. On se rencontre dans les mêmes bars, dans les mêmes boîtes, on va dans les mêmes restaurants. La vie est belle. Les enquêteurs se rendent compte que ce train de vie déjà spectaculaire explose à l'occasion d'une rencontre qui changera tout. En 2003, Pierre fait la connaissance de Karine, une jeune et jolie Genevoise. C'était une fille qui était bien, qui était contente. Philippe Putala, ami de Karine. Voilà, qui vivait dans le milieu du cheval, qui adorait les chevaux.
Elle fait partie de la bonne société genevoise et elle fréquente assidûment les concours hippiques de la ville. Karine ne manque de rien. Il faut savoir que Karine a perdu son père très tôt, quand elle avait 5 ou 6 ans. Elle n'a jamais travaillé, sa mère non plus d'ailleurs, et elles vivent effectivement de la fortune qu'a laissé le papa. Les 2 femmes vivent sur la rivière à Vaudois, c'est un très très joli endroit, une grande maison de pierre dont elles ont hérité. C'est la bourgeoisie de la côte. Pierre est quelqu'un qui veut séduire absolument Karine. Et il fait tout ce qu'il peut pour la séduire et l'impressionner. C'est le coup de foudre. Karine représente pour lui la femme idéale. Elle tombe sous son charme également car il partage ce même goût du luxe et des belles choses. Karine est quelqu'un qui adore tout ce qui est marque, tout ce qui est bling bling. C'est une Ferrari, c'est des dîners, ce sont des choses un peu particulières, un peu inhabituelles, que tout le monde n'est pas en mesure d'offrir à celle qu'il courtise, et manifestement ça marche. Karine est sur un petit nuage, et après 2 ans de vie commune, le bonheur est à son comble lorsque Pierre la demande en mariage à Las Vegas. Quand ils sont venus de Las Vegas, et puis nous ont annoncé le mariage là-bas. Joséphine Silvano, mère de Pierre. Et qui voulait donc officialiser à Genève. Mais j'ai dit, mais que donc Dieu vous bénisse. Mais de voir Pierre heureux, moi j'étais contente. Moi, heureuse mes enfants, heureuse moi. Un destin apparemment sans tache, mais qui s'est brisé cette nuit de novembre 2008 à Genève. Les policiers font immédiatement prévenir Karine, sa femme, qui n'était pas présente ce soir-là. 2 heures plus tard, elle arrive sous le choc au commissariat. Et elle n'a qu'une idée en tête, identifier l'assassin de son mari. Selon elle, une première hypothèse se dessine. Lors de son audition, Karine, Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête, nous évoque une piste possible, une piste mafieuse. Il a été exécuté froidement pendant son sommeil. Une première balle lui a été tirée dans la tempe, ici, ce qui a fait basculer la tête de ce côté-là. Et une deuxième balle, ensuite, lui a été tirée derrière l'oreille. Si le mode opératoire fait bien penser à un règlement de compte mafieux, pour les policiers, rien dans la vie de Pierre ne le raccroche au grand banditisme, ce que confirment d'ailleurs ses proches. Mais jamais il s'est mis dans des soucis ou dans des... Géraldine Silvano, sœur de Pierre. Des choses comme ça, de mafieux, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. La mafia, en tout cas, à part ce que disait Karine, franchement, on n'a jamais trouvé aucun élément qui pouvait ramener à ça, si ce n'est qu'il avait une chaîne en or qui brillait et qu'il était italien. Mais vraiment, on n'a jamais pu trouver une trace là-dessus, jamais. Alors les enquêteurs continuent de questionner Karine, et au fil du portrait qu'elle dresse de son mari, ils découvrent un mobile possible à son assassinat. Pierre était connu pour être très dur en affaires. On apprend relativement vite qu'il avait des conflits avec un certain nombre de personnes. Il est vrai que Pierre n'avait pas que des amis. Elle va nous donner 2-3 indications sur le mode de fonctionnement de son époux, qui est quelqu'un peut-être d'un peu margoulin et qui pourrait avoir peut-être potentiellement d'autres ennuis. Les enquêteurs veulent en savoir plus. Alors Karine fait tout son possible pour les aider. Elle se rappelle en particulier d'un conflit que Pierre a eu avec un ancien associé, un contentieux portant sur plusieurs milliers d'euros qui s'est terminé quelques mois plus tôt au tribunal, et c'est Pierre qui a gagné. L'autre personne a perdu passablement d'argent lors de ce procès, donc c'est un élément qui aurait pu aussi conduire cette personne à en vouloir à Pierre. En tout cas, il est vrai qu'il y avait un type mécontent avec qui il était en affaires. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs se rendent compte que l'ancien associé n'était pas le seul mécontent dans l'entourage de Pierre. Il est vrai qu'il avait un contentieux avec le propriétaire de son logement. Il a fait un autre procès à la personne qui lui loue l'appartement. C'était un homme malin, en affaires, bien sûr,
Il se laissait pas avoir. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. Effectivement, par exemple, il a loué un appartement, puis après il a contesté le loyer parce que il était trop cher. Oui, c'était un type qui savait y faire. C'était un homme d'affaires. Il a pu descendre énormément le prix de location et cette personne, sur un bail de 10 ans, avait perdu pratiquement 1 demi-million de francs suisses. Donc c'est également une piste qu'on va explorer. Des mécontents qui s'estiment floués par Pierre et qui ont perdu beaucoup d'argent. C'est une piste sérieuse pour les policiers. Ils s'empressent de convoquer ces suspects pour les interroger. Leurs emplois du temps sont passés au crible. Leurs alibis sont vérifiés. Mais après plusieurs jours d'enquête, il faut se rendre à l'évidence. Les diverses pistes qui ont été avancées ont été bien évidemment explorées. Ce qui va nous permettre de disculper le couple de propriétaires de l'appartement, c'est qu'on va pouvoir déterminer qu'ils n'étaient pas en Suisse au moment de l'homicide. Concernant le concurrent en affaires, on a pu déterminer qu'il avait passé toute la nuit à son domicile, un domicile qui est relativement éloigné de Genève, puisqu'on a pu constater qu'il avait utilisé son téléphone portable très régulièrement. Donc on peut fermer ces deux portes. Cela fait maintenant 3 jours que Pierre a été assassiné et l'enquête est au point mort. Les policiers décident alors de reprendre l'affaire à zéro en repartant de la scène de crime. Et une nouvelle interrogation surgit. S'il n'y a aucun signe d'effraction, comment l'assassin a-t-il pu pénétrer dans l'appartement? Cette question, en apparence banale, permet de relancer toute l'affaire. Pour comprendre comment l'assassin s'est introduit chez Pierre, ils interrogent les voisins sur la nuit du crime. Et la récolte est bonne. La voisine du dessous a entendu des bruits de pas vers 3 heures du matin. Pour elle, c'est clairement des talons de femmes. Marc Gerbert, enquêteur. Qui marchent sur le plancher de Pierre. C'est un élément qui est important, puisque ça correspond assez bien avec ce que la médecine légale va nous dire concernant l'heure du décès. Du bruit à l'heure du crime, si la voisine dit vrai, ceux ou ces mystérieux visiteurs n'ont pu emprunter qu'un seul accès. L'appartement est un appartement assez luxueux. C'est un duplex, 3e et 4e étage, avec un accès privatif, un accès direct par l'ascenseur chez la victime. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne pouvait pas entrer chez Pierre. Valérie Duby, journaliste. Comme ça. Pour arriver chez lui, il faut une clé et l'ascenseur arrive directement dans son appartement. C'est pas facile, sauf si on a la clé. Alors les policiers enquêtent sur l'ascenseur et en questionnant les voisins, ils apprennent qu'un technicien est justement passé la veille de la mort de Pierre. Drôle de coïncidence. Les enquêteurs appellent la société d'entretien. Et là, coup de théâtre. C'est pas l'entreprise de l'ascenseur qui a envoyé ce technicien. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit mais qui était cet homme? Que venait-il faire là? Les enquêteurs tiennent un nouveau suspect. Qui est ce mystérieux technicien et aurait-il trafiqué l'ascenseur? On a décidé de prendre contact avec la société qui gérait l'ascenseur en fait de cet immeuble, afin de savoir s'il pouvait nous dire à quelle heure l'appareil avait été utilisé durant cette nuit, et puis éventuellement déterminer l'heure d'arrivée de la personne qui avait commis le crime. On avait un déplacement de l'ascenseur. Si quelqu'un était venu au 3e étage vers 3 heures du matin. Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. Et ça, c'est très intéressant puisque ça correspond également à un témoignage d'une voisine qui a expliqué avoir entendu des bruits de pas vers 3 heures du matin. On appelle notre service de police technique et scientifique. On va demander qu'il fasse un relevé de traces ADN dans tout le conduit de l'ascenseur. En attendant les résultats des analyses, les policiers font le point. Et ils ont bien avancé. Un faux technicien, qui pourrait être le criminel, mais une autre personne en talons aiguilles se trouvait aussi dans l'appartement à 3 heures du matin. Les policiers pensent à Karine, la femme de Pierre.
Pourtant, cette nuit-là, elle n'était pas chez elle. Elle va expliquer qu'elle est restée au domicile de sa mère. Et sa mère, entendue à ce sujet, va nous dire que sa fille n'est pas sortie. Alors si ce n'est pas Karine, qui est cette femme chaussée de talons aiguilles? Peut-être une maîtresse cachée qui aurait passé une partie de la nuit chez Pierre. Les enquêteurs se disent qu'ils tiennent une nouvelle piste sérieuse, celle d'une liaison extra-conjugale. Les policiers repartent en enquête. Dans leur collimateur, le couple Karine-Pierre. Ils découvrent que le grand amour des débuts a progressivement laissé place à un climat de tension. On va enregistrer plusieurs témoignages de proches, des gens qui les ont fréquentés, qui effectivement nous parlent d'une relation, on va dire, le feu et la glace. C'est un peu je t'aime moi non plus. Vincent Spira, avocat de la défense. On se sépare, on se réconcilie sur l'oreiller. Elle habitait pas réellement là-bas non plus. Elle était entre chez sa mère et chez lui. Quand ils s'engueulaient, elle retournait chez sa mère. Ils se sont disputés, ils se sont quittés. Mais lui, il était pris d'elle. Pierre est amoureux, mais jaloux et possessif, tandis que Karine tient à son indépendance. Alors les disputes se multiplient. On arrive à un certain moment à la conclusion que ce couple ne peut pas fonctionner. Le couple est toxique. Les enquêteurs s'interrogent. L'assassinat de Pierre ne serait-il pas lié à cette crise conjugale? Une dispute entre les époux aurait-elle pu mal tourner? Ils se replongent alors dans les constatations et rien ne vient étayer cette piste. 2 balles dans la tête, c'est plutôt l'œuvre d'un professionnel. Et surtout, aucun désordre qui pourrait faire penser à une dispute conjugale. Mais pour en avoir le cœur net, les policiers placent Karine sous surveillance et la vie privée de la jeune femme leur réserve bien des surprises. Cela fait maintenant 4 jours que Pierre a été tué et les policiers n'ont rien d'autre qu'une éventuelle piste Karine. La surveillance commence. La police va faire une chose absolument intelligente, à savoir, c'est de mettre Karine immédiatement sous écoute active. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. Ça veut dire que tout ce qu'elle va passer comme coup de téléphone vont être enregistrés, écoutés en live par la police. Pendant plusieurs semaines, aucun détail des conversations de Karine n'échappe aux enquêteurs. Au début, rien de suspect. Mais au fil des écoutes, ils détectent un nouveau personnage qui fait son apparition dans l'affaire. On se rend compte que Karine est assez proche d'un prénommé Philippe, qui est un peu son confident et puis qu'elle voit très régulièrement. Tellement régulièrement qu'au bout de quelques jours, les policiers en sont convaincus. Ce Philippe est l'amant de Karine. Il habite à Genève, il est réparateur télé, il a à peu près le même âge que Karine, peut-être un peu plus âgé qu'elle. Et effectivement, il entretient des rapports avec Karine assez fréquents sur les dernières semaines, derniers mois en fait, avant la mort de Pierre. Une nouvelle hypothèse prend forme, celle d'un amant jaloux qui aurait pu vouloir éliminer Pierre. Les enquêteurs procèdent donc à quelques vérifications. Évidemment, cet individu nous intéresse. Marc Gerbert, enquêteur. On va effectuer une enquête, notamment sur la téléphonie, de savoir si on peut localiser ce Philippe au moment des faits. Et c'est là qu'on va se rendre compte que la veille, vers 19h, il est à 1 kilomètre environ des lieux. Et puis le lendemain matin, vers 6h, le jour de la découverte du corps, on se rend compte qu'il est à l'aéroport, donc à moins de 300 mètres du lieu de l'homicide. En clair, Philippe a été repéré la veille, 6 heures avant le crime, et le lendemain, 3 heures après la mort de Pierre. Alors que ce monsieur n'habite ni ne travaille forcément à cet endroit. Philippe devient suspect numéro 1.
Pendant 4 mois, les policiers le suivent dans tous ses déplacements et écoutent toutes ses conversations. Mais l'homme ne se trahit pas. Pour les policiers, sa présence dans le quartier le jour du crime joue contre lui. Alors le 11 mars 2009, l'amant de Karine est placé en garde à vue. Au commissariat de Genève, les policiers n'ont pas de preuves contre lui, mais le comportement de Philippe les intrigue de plus en plus. D'autant qu'il leur a caché sa liaison avec Karine. Dans un premier temps, il nous explique effectivement fréquenter Karine, mais de manière amicale. On sous-entend que c'était son ami, son amant, son copain. Et finalement, sur notre insistance, il va reconnaître qu'effectivement, ils entretiennent une relation et qu'il a déjà couché avec elle à plusieurs reprises. Les cachotteries de Philippe renforcent la suspicion des policiers. Alors pour le faire craquer, les enquêteurs sortent leur atout-maître, sa géolocalisation près de chez Pierre. Mais l'amant de Karine nie tout en bloc. Philippe va nous donner 2-3 alibis qu'on va quand même essayer de vérifier. Concernant la géolocalisation qui, la veille, en fait, Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête, positionnait Philippe à proximité du domicile du défunt, on a pu déterminer par l'enquête qu'il était en fait allé faire un dépannage chez une dame. Immédiatement, la police vérifie cet alibi et il ne convainc pas les enquêteurs. On n'arrive pas à le vérifier finalement parce que cette cliente qui est convoquée nous expliquera que oui, il est possiblement intervenu chez elle, mais elle n'arrive plus vraiment à donner de date et à être très précise. Philippe est loin d'être tiré d'affaire, car son deuxième alibi, celui qui explique sa présence près de chez Pierre le lendemain, 3 heures après le crime, n'est pas plus solide. Il va nous expliquer qu'il est allé conduire une personne donc à l'aéroport pour qu'elle prenne l'avion. Et on va tout simplement contrôler effectivement si la dame qui l'aurait amené à l'aéroport a effectivement pris l'avion. La réponse de la compagnie aérienne est négative. Les contrôles qui sont effectués nous disent que cette personne n'a pas pris l'avion, et que de toute façon, je crois, l'heure de l'avion ne correspondait pas. Donc, on se dit qu'à ce moment-là, il nous ment, qu'il essaye de sauver sa peau. Des mensonges, des alibis fragiles, les policiers en sont de plus en plus convaincus. Avec Philippe, ils tiennent leur coupable. Reste une question. Karine, sa maîtresse, était-elle au courant de l'assassinat? Et si oui, quel rôle a-t-elle joué? Février 2009, 3 mois après le meurtre. La scène de crime a de nouveau parlé grâce à l'examen de l'ascenseur et l'enquête fait un bond en avant. Une preuve solide a en effet été découverte. Notre police technique et scientifique a fait un examen entier et du toit de la cabine et de tout le conduit où l'ascenseur circule. À la hauteur de l'appartement de Pierre, au 3e étage, ils vont trouver une trace de doigt et ils vont récolter l'ADN de cette trace de doigt. Quand les policiers reçoivent les résultats, ils n'en croient pas leurs yeux. L'ADN trouvé dans la cage d'ascenseur est celui de Karine. Une chose en tout cas qu'on ne s'est jamais dite, Valérie Duby, journaliste, c'est que sa femme pouvait être dans le coup. Les enquêteurs sont perplexes. Karine mêlée à la mort de son mari, mais de quelle manière? Et surtout, pourquoi son ADN a-t-il été retrouvé dans cet endroit aussi inattendu qu'inaccessible? On se rend compte qu'il a pu être déposé là que par une personne qui se trouvait sur le toit de l'ascenseur. Les policiers imaginent un premier scénario. Karine n'avait plus les clés de l'ascenseur pour entrer dans l'appartement et c'est Philippe, en technicien averti, qui aurait piloté la cabine depuis le toit de l'ascenseur pour leur permettre d'atteindre l'étage de Pierre. Immédiatement, les enquêteurs appellent Karine au téléphone pour la convoquer au commissariat. Elle l'ignore, mais elle est toujours sous étroite surveillance. Et les policiers vont pouvoir observer ses moindres réactions après leur coup de fil. On lui dit qu'on a des nouveaux éléments à son encontre, que c'est très dérangeant pour elle, ce qu'on a trouvé. Et puis, on la laisse venir tranquillement toute seule au poste de police où on va l'interroger.
Et sur le chemin, Vincent Spira, avocat de la défense. Elle jette dans une bouche d'égout quelque chose dont on ne sait pas encore ce que c'est. Par la suite, elle reprend son chemin et elle se rend au poste pour être auditionnée. Il se trouve qu'elle est suivie par la police et qu'un policier va aller rechercher dans la bouche d'égout ce qu'il y a jeté, et l'on va découvrir qu'il s'agit d'une carte téléphonique Qui permettent de téléphoner dans les cabines téléphoniques publiques. Donc on récupère précautionneusement cette carte qui a été cassée en deux, coupée en deux, et on va enquêter, en fait, on va essayer de savoir où cette carte a pu être utilisée. Pour les policiers, il s'agit maintenant de découvrir les secrets que Karine veut leur cacher. À son arrivée au commissariat, la jeune femme est placée en garde à vue. Le dossier paraît bien ficelé, mais les enquêteurs vont tomber de haut. Quatre mois après le meurtre de Pierre, la nouvelle de l'arrestation des deux amants fait grand bruit à Genève. Si la presse se passionne pour ce feuilleton à rebondissement, la famille de la victime, elle, est accablée. Quand je vais au poste de police avec mon mari, ils me disent « On est arrêté Karine ». Joséphine Silvano, mère de Pierre. Puis moi, j'ai dit « Pourquoi Karine ?» Je veux savoir, je peux pas vivre comme ça. Moi, je viens folle. Je veux savoir pourquoi il est mort. Pourquoi? Pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait. Géraldine Silvano, sœur de Pierre. Parce que j'avais l'impression de voir un film à la télé. Pour moi, je comprenais plus rien du tout. Les enquêteurs aussi veulent comprendre. Seulement voilà, au commissariat, Philippe, le principal suspect, continue de clamer son innocence. Mais avec ses deux alibis fragiles, les policiers n'y croient pas. Alors il est placé en détention préventive dans l'attente de sa mise en examen. Pourtant, du fond de sa cellule, Philippe n'avoue toujours pas, bien au contraire. Il a des moments de panique, il pleure. Marc Gerbert, enquêteur. Il crie son innocence, qui écrit lettre sur lettre à la juge d'instruction. Il ne démord pas de sa version. Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. On décide de pousser plus avant les recherches en se disant mais c'est quand même bizarre. Alors, avant de boucler le dossier, les policiers vérifient une dernière fois sa version des faits. Philippe affirmait au moment du crime accompagner à l'aéroport une amie dont on n'avait pas trouvé trace. Les enquêteurs rappellent la compagnie aérienne, et là, coup de théâtre. Et quelle n'est pas notre surprise de recevoir par la suite finalement des réponses de la compagnie aérienne qui sont tout autres que celles qu'elle nous avait données dans un premier temps. Il y a eu des confusions sur le numéro du vol, sur les dates, sur le changement entre l'horaire d'été et l'horaire d'hiver. Et au final, ce que Philippe nous dit est vrai. De ce fait, son alibi est confirmé et il va être immédiatement libéré. C'est un énorme rebondissement. 1 mois après son incarcération, Philippe est totalement blanchi. Les policiers pensaient tenir le principal suspect de l'affaire, mais ils ne sont pas passés loin de l'erreur judiciaire. L'amant de Karine sort traumatisé de cette aventure. Alors Philippe B a eu la malchance de rencontrer Karine. Et il faudra quand même 1 mois pour le sortir de prison. Philippe mis hors de cause, les enquêteurs n'ont plus désormais qu'une seule piste, celle de Karine, elle aussi en détention. Et cette fois, ils n'ont plus droit à l'erreur. Au commissariat, la tension est à son comble. La jeune femme doit être auditionnée. Elle ne sait pas que les policiers ont la carte qu'elle a jetée dans les égouts. Et l'expertise vient de tomber. Les différents petits morceaux de cette carte ont pu être récupérés et la société en fait qui fabriquait ces cartes a pu reconstituer celles-ci. Il y a des informations qui nous sont fournies par l'opérateur téléphonique et qui nous permettra de remonter sur un numéro de téléphone. Cette carte a servi à effectuer un seul appel sur un téléphone portable suisse. Un seul numéro, c'est mince. Pourquoi Karine voulait-elle se débarrasser de cette carte? Et qui se cache derrière ce numéro de téléphone?
un nouveau personnage, tout droit sorti d'un roman noir, fait son apparition. On apprend qu'il appartient à un certain Gilbert, que ce Gilbert habite à plus de 100 km de Genève et qu'il est connu en fait de la police des lieux. Il a déjà eu maille à partir avec la justice. Il a notamment été condamné pour des menaces, extorsions, chantage. Et qu'il est notamment propriétaire d'armes. Pour les policiers, un homme au profil plutôt chargé. Alors ils se demandent ce qui peut bien relier ce repris de justice à une fille de bonne famille comme Karine. Ils découvrent un premier lien, le milieu hippique. On découvre que ce monsieur travaille dans le milieu des chevaux. Valérie Duby, journaliste. Qu'il a été cavalier, même un assez bon cavalier. C'est un petit nerveux qui a déjà eu maille à partir avec pas avec la justice, mais enfin, c'est quelqu'un qui est assez chaud, on va dire. Les policiers continuent leur enquête sur ce sulfureux Gilbert. Ils retracent son parcours et enfin, ils tombent sur une information capitale. En plus de ça, on apprend qu'il a travaillé pendant 10 ans comme monteur en ascenseur. Donc c'est un spécialiste des ascenseurs. Cette fonction de technicien d'ascenseur intéresse évidemment les policiers genevois compte tenu du fait que Vincent Spira, avocat de la défense. Un technicien d'ascenseur a été croisé par un voisin dans l'immeuble le soir du crime. Et là, ça fait un peu tilt parce que dans cette affaire, l'ascenseur joue un rôle prépondérant. Un spécialiste des ascenseurs, passionné d'armes à feu, qui gravite autour de Karine, pour les policiers, c'est le jackpot. Donc à ce moment-là, on se dit, cette fois, on tient le bon. Ça peut être que lui, il a tous les éléments en fait qui nous amènent en fait au tueur. Les enquêteurs lancent un mandat d'arrêt contre ce mystérieux Gilbert. Le 23 avril 2009, 5 mois après la mort de Pierre, il est interpellé et placé en garde à vue. L'interrogatoire commence, mais les policiers n'ont aucune preuve contre leur suspect et Gilbert est catégorique. Gilbert, lui, conteste toute participation à l'homicide. Il conteste tout, il conteste s'être trouvé sur place, il conteste être intervenu, il conteste donc avoir tué. Sans aveu, les policiers sont coincés. Le spectre d'une nouvelle erreur judiciaire plane sur le dossier. Il faut vite trouver des indices. Avec l'interpellation de Gilbert, les policiers exploitent une toute nouvelle piste, celle de l'arme du crime, car le suspect est un passionné d'armes à feu. Alors les enquêteurs perquisitionnent son logement et tombent sur un incroyable arsenal. On a décidé de travailler un peu sur les éléments techniques que nous avions, à savoir les armes qui avaient été récupérées chez lui. Entre 6 et 8 armes, selon mon souvenir, notamment des armes de calibre 22 long rifle. C'est le calibre des balles qui a été retrouvé dans le crâne de Pierre. Là, on s'est dit, cette fois, c'est bon, on a la bonne personne. L'enquête est enfin relancée. Les armes sont envoyées au labo pour analyse, mais quand les résultats tombent quelques jours plus tard, c'est la douche froide. Au final, on n'arrivera pas à déterminer que ce sont ces armes-là qui ont servi à l'assassinat de Pierre. Marc Gerbert, enquêteur. Donc là, oui, on est un peu déçus, parce que c'est clair que ça aurait été vraiment la grande preuve qui nous aurait permis de le confondre. Et là, on reste un petit peu sur notre faim. Pendant ce temps, Gilbert clame toujours son innocence. Alors les policiers doutent. Est-ce vraiment lui le tueur ? Pour le confirmer, ils cherchent à savoir où il était à l'heure du crime. Et à ce moment-là, il nous reste comme élément la géolocalisation. Il était présent sur les lieux dans l'après-midi, mais surtout que le 26 au matin, il borne également tout près du domicile de Pierre. Que faisait-il si loin de chez lui et si près de l'immeuble de Pierre le jour du meurtre ? L'homme, loin d'être pris au dépourvu, a réponse à tout. Il va finalement dire qu'il est allé prendre en charge une prostituée dans le quartier chaud. Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. Et qu'il a finalement arrivé dans un chemin et que par hasard, c'est le chemin où se trouvait le domicile de Pierre, du défunt, et qu'il est resté 2 heures avec cette prostituée dans une voiture pour entretenir des relations.
Et il a eu des relations sexuelles avec elle, juste là, en fait. Hein. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. À côté de l'immeuble de Pierre. Voilà. Bon, c'était pas très crédible. Immédiatement, les policiers se mettent en quête de cette prostituée. En vain. Mais le suspect n'en démord pas. Il n'a rien à voir avec le meurtre de Pierre. Le dernier moyen de le rattacher à l'affaire, c'est donc Karine. Elle ne sait pas que les policiers ont interpellé Gilbert. Alors ils l'interrogent à nouveau en essayant de la déstabiliser. On s'est dit que cette fois, comme on avait un élément vraiment tangible, le fameux Gilbert, on s'est dit que si on lui présente la photo, ça va peut-être faire un déclic. On lui soumet un certain nombre de photographies, en particulier la photographie de Gilbert. Et face à cette photographie, Karine se fige. Donc même si Karine ne s'exprime pas lorsqu'on lui montre la planche photographique, on sait qu'on est dans le juste en voyant sa réaction. Au bout de quelques instants, la jeune femme s'effondre et demande à parler à son avocat. Karine a décidé qu'il n'était plus l'heure de mentir et qu'il fallait dire la vérité et dire les choses. Elle va se mettre à table et avouer sa participation à l'homicide, de même que celle de Gilbert. Elle va tout raconter au juge d'instruction. Elle va, à partir de ce moment-là, collaborer et elle va expliquer au juge d'instruction ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait et pourquoi elle l'a fait. Les policiers tiennent enfin des aveux. Et voici sa version du drame. Elle a décidé de tuer son époux parce qu'elle était à bout. Elle affirme que dispute après dispute, Pierre était devenu invivable et violent. Donc elle explique qu'en fait, Pierre était menaçant, harcelant, dangereux, que pour elle c'était une question de vie ou de mort. Mais Karine a également très très peur parce que Pierre aurait menacé de brûler son cheval préféré. Valérie Duby, journaliste. Et ça, c'est quelque chose pour elle qui est insupportable. Pour elle, elle n'avait pas le choix. Elle se trouve dans une situation où il n'y a plus aucune issue. Elle pense qu'elle va mourir. Alors Karine veut se débarrasser de Pierre. Mais comment faire ? La jeune femme explique qu'elle se tourne alors vers Nicole, sa mère. Pour les policiers, c'est une vraie surprise. Elle en parle à sa mère, elle s'affole, qu'il faut absolument trouver une solution pour se débarrasser de ce mafieux. Karine et sa mère Nicole mettent au point un plan machiavélique et décident de recruter un tueur à gages. Les policiers ont du mal à le croire, mais les deux femmes se mettent en quête d'un homme de main au sein du milieu qu'elles connaissent le mieux, le monde hippique. C'est ainsi qu'elles font la connaissance de Gilbert. Et le repris de justice ne dit pas non. Et on ignorait encore plus que dans ce beau milieu des chevaux, dans ce milieu de notables, on pouvait trouver des tueurs à gages. À condition, bien sûr, d'y mettre le prix. Karine entame une sordide négociation. Le prix pour la mort, c'est 50 000 francs. Donc elle va retirer 25 000 francs de son compte. Nicole va lui donner les 25 000 francs. Une mère qui donne de l'argent à quelqu'un pour tuer le mari de sa fille, voilà, ça arrive pas tous les jours, quoi. Le 1er novembre 2008, Karine et sa mère remettent 50 000 francs suisses au tueur à gages. Pierre n'a plus que 25 jours à vivre. Pendant 25 jours, Karine va revoir Pierre, va lui envoyer des messages d'amour, alors qu'elle sait qu'elle a planifié son assassinat, qu'elle sait qu'il va mourir. C'est juste inconcevable. Comment on peut continuer à être en relation amoureuse avec un homme dont on vient de payer le tueur à gages. Pour les enquêteurs, le scénario se tient. Karine et Nicole ont commandité le crime et Gilbert l'aurait exécuté. Seul problème, le tueur à gages réfute toujours cette version. Gilbert conteste, il conteste tout. Et les policiers n'ont trouvé aucune trace de lui sur les lieux du crime.
Alors, qui a tué Pierre dans la nuit du 26 novembre 2008 ? Tous les regards se tournent vers Karine. Les policiers veulent vérifier son mobile. D'après elle, Pierre serait violent. Mais en se replongeant dans l'histoire du couple, ils voient surtout la vie tumultueuse et cachée de leur suspecte. Pour les enquêteurs, tout commence en 2004, 4 ans avant le drame. À cette époque, Pierre découvre pour la première fois que Karine le trompe. On va se rendre compte finalement qu'effectivement, c'est pas forcément la jeune fille lisse de ce milieu bourgeois de la côte. Marc Gerbert, enquêteur. Oui, on apprendra qu'elle a eu des relations intimes avec d'autres individus. Or, en 2008, Pierre découvre que, de nouveau, elle a un amant. Laurella Bertani, avocate des parties civiles. Bien plus tard, on découvrira qu'en fait, elle en avait un deuxième. Il a compris que, ben voilà, ça recommençait, il y avait de nouveau une trahison, il y avait de nouveau une infidélité, et puis là, il s'est décidé à divorcer. A priori, lui ne voulait plus d'elle. Je pense que quand elle a vu que quand lui a dit « écoute, maintenant je peux plus, je veux divorcer », Géraldine Silvano, sœur de Pierre. C'est là où ça a tout déclenché. Tout, absolument tout. C'est à ce moment-là que Karine aurait décidé de tuer son mari. Une hypothèse confirmée par les nombreuses écoutes téléphoniques. À peine son mari décédé, Karine change de comportement. Et c'est vrai que gentiment, plus on enquête sur elle, plus on essaye de savoir finalement qui elle est, plus on va se rendre compte qu'elle aime l'argent. Dans une des écoutes, elle dit très bien quel est son plan. Elle allait mettre les 2 sociétés en gestion, et puis elle allait empocher les bénéfices. Comme ça, elle n'aurait pas eu besoin de travailler, et puis elle aurait encaissé ce qu'il fallait encaisser. Elle vit une double vie. Elle a la petite fille gentille à sa maman, et elle a son côté machiavélique de l'autre côté. Une hypothèse qu'on peut avancer, c'est que Karine a fait ça pour hériter en fait de son mari. Pierre Rothenbuller, directeur d'enquête. Puisqu'il avait l'intention de divorcer, donc par la suite elle n'aurait rien eu. Les enquêteurs creusent cette piste. Ils repassent au crible le comportement de Karine une fois Pierre assassiné. Et là, elle commence à chercher l'argent. Elle essaye de savoir où il en était au niveau financier, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'elle va pouvoir récupérer. On va apprendre rapidement qu'elle est en train de se renseigner sur les avoirs de la société en disant qu'elle était l'héritière. Sur les assurances-vie que Pierre pouvait avoir. Elle s'est déjà fait tous les calculs, en fait. Elle, c'était l'argent. C'était rien d'autre. C'est aussi la version du juge d'instruction. Si Karine a fait tuer Pierre, c'est qu'elle craignait de perdre la fortune de son mari en cas de divorce. Fort de ces constatations, le magistrat inculpe Karine, sa mère Nicole et Gilbert pour assassinat et complicité d'assassinat. Mais une question demeure. Qui a appuyé sur la détente ? Pour la police, c'est le tueur à gages.